Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième édition du salon SME Online, le salon virtuel pour les entrepreneurs. Je m'appelle Alain Bosetti et je suis le cofondateur de cet événement. Nous sommes dans les locaux de l'APCMA, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Son président Bernard Stalter aurait aimé vous accueillir aujourd'hui, mais il est en région. Et donc il m'a chargé de vous accueillir à sa place, de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire combien l'APCMA accompagne en permanence les créateurs d'entreprises, notamment les artisans. La conférence que je vais avoir le plaisir d'animer ce matin concerne les consultants, quelles sont les clés pour devenir un consultant à succès. Ces consultants déjà en activité ou qui vont le devenir. Et pour répondre à cette question, 4 intervenants qui sont avec nous ce matin. Radia Amira. Radia, vous êtes vice-présidente du PEPS. Le PEPS, je rappelle que c'est le syndicat des entreprises de portage salarial qui regroupe 80% des sociétés de portage salarial en France. Vous êtes également directrice générale du groupe ITG. À vos côtés, François Galinou. François, vous êtes le président de l'ICPF-PSI, qui est un organisme de certification. Et cette certification permet aux consultants formateurs d'être référencés auprès des financeurs publics et dont les OPCA. Vous êtes également consultant parce que vous avez créé Pedagogic Agency depuis plusieurs années. Claire Roche, vous êtes consultante indépendante depuis 13 ans dans le domaine du commercial et du management. Vous travaillez pour des grands groupes et des PME et vous êtes également comédienne. Vous nous direz tout à l'heure comment vous utilisez cette facette de votre métier pour vous différencier. Bruno Dufay, vous êtes consultant indépendant, associé au groupe Valuego PVB, qui est un cabinet conseil d'accompagnement des consultants, et vous avez créé justement un parcours pour permettre à des salariés de devenir des consultants. Vous nous en parlerez. Bien, donc c'est parti pour cette conférence. Alors, tout d'abord, donc, qu'est-ce que c'est qu'un consultant à succès? Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse donner des points de repère à nos internautes. Qu'est-ce qu'un consultant à succès? Claire, comment est-ce que vous définissez un consultant à succès? Et vous-même, êtes-vous une consultante à succès? Une bonne question, effectivement. Pour moi, un consultant à succès, d'abord quelques chiffres pour donner des points de repère. 80 jours minimum facturés par an. Pour un chiffre d'affaires minimum de 80 000 euros. Donc ça veut dire 1 000 euros par jour? Exactement, en moyenne. tout à fait. Ce qui permet de générer un salaire d'environ 3 500 euros, sachant qu'évidemment, certains consultants vont aller beaucoup plus haut et certains un peu en dessous. C'est le critère clé de succès pour vous, le nombre de jours et puis C'en est un. Je pense que le plus important est surtout le fait d'avoir une activité pérenne dans le temps. François Galinou, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un consultant à succès? Quel repère peut-on donner aux internautes? Alors, un consultant à succès, pour moi, c'est effectivement quelqu'un qui va commencer par faire un chiffre d'affaires de 70 000 euros. Ça peut monter jusqu'à 180, 200 000 pour les plus performants. Il faut apporter de la valeur. Et je dirais qu'il faut aussi que ce chiffre d'affaires, et c'est ça certainement le plus difficile, soit pérenne, soit durable. Parce on peut faire une bonne année, mais après il faut la refaire. Tous les ans, il faut faire des bonnes années. Et donc on voit sur la durée les rémunérations des consultants sont pas. Il y a des très bonnes années et puis des années mauvaises. Et donc la moyenne effectivement se situe, je dirais, aux alentours de 3 500 ou 4 000 euros. Voilà, quand on voit aujourd'hui le marché. Radia oui, effectivement, les chiffres du Syntec, qui est donc la branche professionnelle du conseil, nous indiquent qu'il y a plus de 50% des consultants qui stoppent leur activité dans la première année d'exercice. Donc c'est très difficile. 50% de ceux qui se lancent arrêtent dans la première année. Dans la première année d'exercice. Donc vraiment l'importance de pouvoir exercer sa première mission, c'est important, mais surtout prévoir les autres, continuer à exercer son activité, mais surtout prévoir l'avenir. Je pense que c'est ce qui fait la clé du succès. On sait en moyenne combien de temps un consultant est consultant dans sa trajectoire professionnelle, consultant indépendant? Alors en portage salarial, la durée moyenne d'activité se situe entre 3 et 5 ans. Pour l'ensemble des portés, puisqu'on a fait une étude au niveau du syndicat, sachant que c'est une moyenne qui est un peu difficile à appréhender, puisqu'on a des personnes qui viennent pour une période très courte, parfois même beaucoup moins qu'une année, et puis on a des personnes qui sont là depuis 20 ans et qui continuent à exercer. Bruno Dufay. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ces chiffres. Moi, je voudrais aborder un autre sujet. Consultant à succès, c'est aussi quelqu'un qui s'épanouit dans son métier. C'est-à-dire que qui est content, qui est heureux. Le bonheur intérieur brut du consultant? Oui, exactement. Si on pouvait le mesurer, ça serait bien, parce que je crois que c'est un métier stressant.
On peut avoir des missions, beaucoup, on est en surcharge, et puis quelques temps plus tard, on se dit, mais plus personne ne veut de moi, j'ai plus une mission. Donc, c'est vraiment un métier stressant, et si on n'est pas véritablement heureux de le faire, si on n'est pas content d'être en relation avec des clients, et si on s'épanouit vraiment dans ce métier, eh bien, à ce moment-là, tous ces coups de stress, si je puis dire, sont gérables. Sinon, c'est trop, quoi. Si on a des problèmes et qu'en plus on se sent moyen et qu'on gagne pas très bien sa vie, c'est trop difficile. Radia ? Alors oui, je pense qu'il y a un élément aussi important pour réussir en tant que consultant, c'est aussi bien choisir son statut. On n'en parle pas très souvent, mais parfois le statut peut être compliqué à gérer en plus de son activité. Et quand on a connu les RSI, par exemple, je ne sais pas si Claire, vous êtes au RSI, c'est une lourdeur administrative, une lourdeur de gestion qui peut parfois aussi avoir des conséquences négatives sur le business. Alors moi j'irai un petit peu plus loin que ça parce qu'en fait, moi je suis au RSI depuis 20 ans et je suis très content du RSI. Je pense que le RSI pose un problème, c'est un problème de gestion. C'est-à-dire que le RSI, c'est très simple, vous faites 70 000 euros de chiffre d'affaires en 2010 et les charges sur les 70 000 euros, vous allez les payer 2 ans plus tard. Et donc là, il y a un problème de gestion parce que si 2 ans plus tard, vous avez fait 2 fois moins de chiffre, bah, vous payez plus de charges que vous ne faites de revenus. Donc ça, c'est un problème simple dans lequel beaucoup d'entrepreneurs du conseil, mais d'entrepreneurs en général, sont tombés dans le piège. Ce que je veux dire, c'est que il faut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la création de valeur, le business. Il faut savoir s'organiser pour ne pas être perturbé par les problèmes de gestion. Et c'est là où la solution du portage pour démarrer est excellente parce qu'elle permet effectivement de ne pas avoir à comprendre le fonctionnement du RSI. On en parlera effectivement tout à l'heure. Donc, un consultant à succès, il facture entre 80 000 et, vous disiez François, jusqu'à pas de limite, hein, le ciel est pas au limite. début, hein, pas au début. Pas au début. En première année, on peut, pour donner un repère, la première année en moyenne, on sait ce qu'on sait combien un consultant je vais facture. donner un exemple perso. Moi, j'ai commencé en 2005, donc j'ai facturé 40 000 euros et je me suis salarié 11 000 euros. D'accord. Okay. Donc 40-50 000 euros, c'est à peu près le chiffre d'affaires des la premières première année, voilà. des 50% qui continuent. Et donc, un taux moyen entre 500 et 1000 euros au jour, une activité durable, pérenne dans le temps, ça c'est pour et le bonheur intérieur brut du consultant parce que pour qui est épanoui. En nombre de clients, est-ce qu'on sait aujourd'hui un consultant à succès, combien de clients a-t-il en moyenne, Bruno? François, il a 1 ou 2 clients, je dirais, enfin ceux qui réussissent, hein, ils ont 1 ou 2 clients très importants. Alors après il y a clients et clients. Hein, qui font quoi? Qui font 80% de leur business? Qui assurent une régularité. Alors ça peut être une école de management, s'il donne des cours, c'est très régulier. Ça peut être un grand compte dans lequel il a plusieurs, je dirais, commanditaires, où il est connu. Et après, il va avoir une dizaine, entre 10 et 15 clients, rarement beaucoup plus. Hein. Alors après, ça tourne, c'est aussi la difficulté. Claire, c'est qu'il faut se confirmer, Claire? Oui, je confirme tout à fait. Okay. Oui, j'ajouterais un point, c'est que finalement, tout le monde ne fait pas des missions de même durée. Et il faut vraiment bien réfléchir au départ à son business model. Si on facture 100 jours à 1000 euros, bon, très bien. Si on n'arrive pas à facturer 1000 euros parce que les services rendus ne sont pas à ce tarif, tout simplement, hein, sur le marché, et si on se trouve en dessous, eh bien, il faut absolument facturer plus de jours. Donc, ne retenons pas simplement une question de tarif. Il faut aussi réfléchir au nombre de jours facturés dans l'année. Et si on a des missions longues, on peut travailler 6 mois pour un même client. Dans ce cas-là, ça met beaucoup de jours facturés. Et donc, les éléments, c'est durée des missions, nombre de jours de facturés par an et tarif. Il faut qu'il y ait là-dedans une bonne cohérence avec je suis capable de facturer tel niveau parce que j'ai une expertise très rare, je travaille avec les directions générales, donc je peux monter mes tarifs, ou au contraire, je suis un peu plus bas. Il faut qu'il y ait une cohérence entre tout ça. D'accord. Alors, comment, donc là on a donné des points de repère sur ce qu'est un consultant à succès, économique et humain. Comment devient-on un consultant à succès? Quels sont les conseils concrets pour devenir ou progresser? Radia? Alors, je pense qu'il ne faut jamais oublier 2 choses. La première, c'est de travailler son réseau.
on continue, ne jamais se laisser embarquer par une mission longue de plusieurs mois, très intense, et délaisser son réseau. Et la deuxième, c'est continuer à se former. Il faut être attractif. Pour être attractif, il faut continuer à être formé aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils, et être formé et accompagné, c'est ce qui va faire les clés du succès, je pense. Quand on est indépendant, on se forme comment? C'est de l'auto-formation ou comment on se forme? Alors c'est pour ça que le portage salarial existe, je pense, c'est que cet accompagnement à la fois au changement de posture, parce qu'on parle du démarrage, le démarrage est important, c'est souvent des anciens salariés. Quand on est salarié, on a une posture de salarié. Quand il faut inverser la posture et venir offrir une solution à un client et plus proposer simplement son travail, c'est un travail qui est compliqué à faire sur soi-même pour changer ses réflexes et changer son vocabulaire. Et puis ensuite, il y a tout au long de sa carrière, continuer à faire ce même travail de se remettre en cause, de remettre en cause son réseau, sa clientèle, son marché, pour jamais le perdre de vue et jamais être déconnecté. Comment on se remet en cause? François, tu souvent, ce qu'il faut voir, c'est que je crois que malheureusement, c'est pas toujours par choix qu'on devient consultant. À un moment, on est consultant et on doit le devenir. Et on a une posture de consultant. Cette posture nous permet de nous épanouir. Et donc, il y a des cas où on peut rien faire. François, c'est quoi une posture de consultant? C'est-à-dire quoi, Une posture de consultant, c'est des connaissances, c'est des compétences. On sait analyser une situation, on sait proposer des préconisations. On n'est pas forcément intéressé par les mettre en œuvre. Et donc on va en fait analyser et diagnostiquer, proposer. Je dirais que le métier de consultant, c'est je fais un diagnostic et je propose. Et c'est ça le métier. Alors, quand on a cette posture, on aime bien faire ça, on s'épanouit là-dedans, et après on n'est pas tellement intéressé par le run derrière, ça ne nous intéresse pas. J'aimerais bien que vous me disiez comment on devient un consultant à succès clair. Comment est-ce que vous êtes, quand on a préparé la table ronde il y a une semaine, et je vous ai demandé est-ce que vous vous définissez comme une consultant à succès, et spontanément vous m'avez dit oui. Alors, comment êtes-vous devenu une consultante à succès, et comment devient-on un consultant à succès clair? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Bruno, parce que j'adhère 100% au principe qu'un consultant à succès, c'est d'abord quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Moi, j'ose dire que je suis passionnée par mon métier. Chaque jour est un jour nouveau, chaque jour apporte des expériences complètement différentes. Et en réfléchissant à votre question, je me suis dit, mais effectivement, comment j'ai commencé? Ça s'est passé... C'était il y a 13 ans. Voilà, c'était il y a 13 ans. Et 13 ans, je me retourne vers Radia de portage salarial. Et pour rien au monde, je ne changerai de statut. C'est tellement confortable et tellement sécurisant. Ce qui n'empêche pas d'avoir, si on revient sur l'idée de la posture, d'avoir une posture d'indépendant. On parlait de la posture du consultant. Je pense que c'est un tout, à la fois dans l'approche technique du métier, mais également dans la posture mentale, d'être capable d'être un vrai chef d'entreprise, un entrepreneur au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un capable d'aller chercher ses clients, quelqu'un capable d'aller dérouler une mission de A à Z, en étant dans un apport de valeur, comme le souligne très justement François, de boucler ses missions et d'être capable de se faire recommander par ses clients. Et pour moi, un consultant à succès, c'est quelqu'un aussi qui est capable de susciter l'envie chez ses clients de le recommander. Comment parce que ça c'est souvent un sujet récurrent, on n'ose pas se faire recommander. Comment est-ce que vous faites recommander? Les gens n'osent pas demander des recommandations. Oui, alors moi j'ose systématiquement. Quand le client est satisfait de la façon dont la mission s'est déroulée, que la valeur qui était proposée au départ est bien présente à l'arrivée, il est très facile, contrairement à ce que beaucoup croient, d'aller demander une ou deux, voire 3 recommandations sur la base très simple de demander à son client parmi votre réseau, parmi les entreprises qui constituent votre réseau, lesquelles, de votre point de vue, auraient besoin de mes services, seraient intéressés par mon offre de mission, par mon expertise. Et en général, je n'ai jamais de refus. Et ça marche d'ailleurs? Ça marche parfaitement et je ne travaille que comme ça. Bruno, vous voulez réagir? Oui, d'abord pour dire qu'effectivement, demander des recommandations, si on n'ose pas, si on ne demande rien, on n'a rien. Hein. Donc, un consultant est forcément... Sa grand-mère me disait, le nom tu l'as déjà, tente-le oui. Exactement. Un consultant est forcément quelqu'un qui doit sortir de lui-même. Il doit développer son sens commercial, il doit être opportuniste, il doit saisir toutes les occasions de pouvoir connaître quelqu'un de plus, développer son réseau et ainsi avancer ses pions. Mais je crois que
Tout ça est une excellente idée, mais en amont, on a oublié quelque chose. Il faut savoir quelle est son offre de service. Je pense que la tentation du consultant débutant, c'est de dire « moi, je sais faire plein de choses, j'ai 20 ans de carrière derrière moi, je peux faire de la MOA, je peux faire du conseil ceci, je peux faire... » Bon, ok. Donc, la tentation, c'est d'ouvrir large pour essayer de récolter. Et en fait, c'est la mauvaise stratégie. Donc, la bonne stratégie, c'est vraiment de définir quelques services sur lesquels on est très bon, évidemment, sur lesquels on a des méthodes, sur lesquels on aura très vite des références, et ensuite avoir vraiment une stratégie de recherche concentrée, en ciblant vraiment. Ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps une opportunité de voir ce qu'on en fait. On peut être opportuniste, mais la stratégie, on cherche et on trouve à condition d'être concentré sur quelques points. François Galinou de Moi, j'avais un ICPF. de mes maîtres à penser dans le business qui me disait François, soit tu as une stratégie, soit tu fais du pognon. Et je pense que le consultant entrepreneur, il doit faire ça. C'est-à-dire soit il a une stratégie, il va porter quelque chose, une offre sur les réseaux sociaux. Par exemple, ceux qui portaient les offres réseaux sociaux dans les années 2004-2005, on faisait une conférence, il y avait 3 personnes, et puis après, hop, ça a décollé. Donc là, il y avait une stratégie. Et puis après, par moment, comme Benoît le dit, il y a des opportunités. On vous propose quelque chose, on ne sait pas le faire, mais on vous le propose. Et il y a un budget, et il faut le prendre. Parce que c'est risqué, si on ne pratique pas, voilà. Mais le consultant formateur ou le consultant indépendant n'existe pas, enfin celui qui réussit. C'est un entrepreneur. Il doit prendre des risques. Et sinon, on peut être consultant chez Capgemini, salarié, là, il n'y a aucun risque. Vous voyez, mais le consultant, c'est un entrepreneur. Donc, il doit avoir une vision. Alors, ça peut lui permettre de déployer une stratégie, mais quelquefois, il crève de faim. Parce que cette vision, cette stratégie, en fait, s'est trompée de 10 ans. Et lui, il a besoin de faire du chiffre d'affaires l'année prochaine. Alors là, il faut saisir les opportunités. Radia Amira du PEPS. Alors c'est vrai que c'est dangereux. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Bruno tout à l'heure. C'est que plus on apparaît comme un expert, ça part d'un principe très simple, plus on va retenir finalement ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Quand on se présente de façon trop générale, on a tendance à donner un catalogue de possibilités de ce qu'on sait faire. Et puis finalement, la personne à qui on parle ne retient pas forcément quelque chose puisqu'il y avait trop de choses à retenir. Donc c'est vrai que plus on va être sur un niveau d'expertise très fin, sur un marché de niche, plus finalement on va retenir, et c'est vrai que la prescription est très importante aussi quand on est consultant indépendant, c'est qu'on doit trouver des clients, mais on doit surtout travailler ses prescripteurs. C'est presque aussi important que d'avoir un client, d'avoir un réseau de prescripteurs, de personnes qui vous recommandent, qui vont parler de vous et qui vont pouvoir diffuser le message. Mais pour diffuser un message, il faut qu'il soit le plus précis possible, et donc il faut que votre expertise et votre spécialité de consultant soit aussi la plus précise possible. Oui, je suis d'accord, parce qu'avoir l'expertise, on a beaucoup de consultants qui ont une expertise et qui ne travaillent pas. L'expertise n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est reconnue par un commanditaire. Et donc tout le travail consiste à faire reconnaître son expertise. Alors justement, comment fait-on donc une offre claire, précise, un réseau de prescripteurs, on ose des recommandations. Comment est-ce que, je vais vous poser la question, et je vais commencer par vous, Claire, comment est-ce qu'on se fait reconnaître? Comment gagne-t-on en crédibilité quand on est consultant indépendant, et notamment lorsqu'on démarre? Alors, je voulais juste revenir sur le point précédent, mais qui est en lien complètement avec comment on gagne en crédibilité. Déjà, c'est de se donner de la visibilité. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre à la fois d'outils et d'organisations. Les réseaux, je sais c'est un sujet qui est extrêmement important, mais c'est important. Mais les réseaux, le réseau relationnel, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les réseaux relationnels, évidemment, faire parler de soi. Et comme me disait un de mes maîtres à penser, fais-toi un consultant à succès, c'est quelqu'un qui se fait acheter, qui n'a pas besoin de se vendre. Voilà, pour moi, si on revient au thème de tout à l'heure, c'est ça. C'est se faire acheter, se faire prescrire, se faire recommander. Mais comment je fais pour me faire acheter? Est-ce que c'est une présence sur LinkedIn ou Viadeo? Alors oui, aujourd'hui, la visibilité, je rebondis sur ce dit Claire, c'est tout à fait juste. Pour être crédible, il faut aussi être visible. Donc on a tous ce réflexe aujourd'hui, quand on va rencontrer quelqu'un, on tape dans Google son nom et on regarde ce qui apparaît. Si c'est copain d'avant ou autre chose, c'est pas très crédible. Si effectivement, il y a de nombreux posts, de nombreuses interventions
d'intervention dans son domaine d'activité, ben oui, on se dit que c'est quelqu'un qui ose s'exprimer et qui ose mettre en avant ses idées et donc ses convictions dans son métier. Donc forcément, ça renforce la crédibilité. Et puis les références qu'on peut avoir de témoignages, et pour ça, les outils des réseaux sociaux sont de très bons outils. LinkedIn, qui est très très utilisé par les consultants indépendants, effectivement, on peut demander des recommandations. On a en plus le profil professionnel de la personne qui nous recommande, son entreprise. Donc je pense que la crédibilité passe aujourd'hui beaucoup par les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. François Galliot. Alors là, il y a quand même une actualité. Il y a une réforme de la formation professionnelle qui est en train de se terminer. Et là, il y a une possibilité de se faire référencer auprès des financeurs publics, donc les OPCA, les AGFOS, Opcalia, etc. Il y a une possibilité de se faire référencer et de bénéficier de ces financements et de faire connaître sa qualité. Ça, c'est une possibilité très concrète. Tout va s'activer à partir du 30 juin. Mais à partir du 30 juin, il n'y a plus aucun financement public qui n'ira vers des prestataires non référencés. Donc se faire certifier donne de la crédibilité pour les consultants formateurs. Permet de faire reconnaître sa qualité et après d'avoir une priorité par rapport au financement public. Et ça, c'est un label, une certification pour les consultants formateurs, pour les consultants indépendants en informatique ou en marketing. Comment est-ce qu'on fait, Claire ? Oui, alors à titre personnel, moi je fais partie du syndicat des consultants formateurs indépendants, donc les CFI, et qui a porté à incuber un répertoire qui est un peu complémentaire en termes de possibilités de certification, qui s'appelle le RPCFI, et qui permet effectivement aux consultants formateurs indépendants de venir chercher une certification de leurs compétences professionnelles. D'accord. Donc la crédibilité, c'est être visible, notamment sur les réseaux sociaux, se faire certifier lorsqu'une certification existe. Bruno, vous avez encore un point à ajouter sur comment être crédible, surtout lorsqu'on démarre, lorsqu'on devient, vous accompagnez des salariés qui deviennent consultants, lorsqu'on n'a pas, on a une expérience, mais comment fait-on les premiers mois? Je crois, les premiers mois, évidemment, on a en général une ou deux missions qui va venir des contacts, du réseau le plus proche. Donc, on démarre toujours par des missions données par des amis quasiment. Je crois que il faut aussi bien comprendre que tout ça, c'est un travail de fond qui se fait dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne devient pas crédible, visible, reconnu, connu, tous les mots que vous avez employés, en quelques mois, et même en une année. On considère, vous ne l'avez pas donné ce chiffre, je crois, qu'il faut 3 ans pour s'installer véritablement sur le marché, c'est-à-dire avoir quelques clients fidèles avec lesquels on aura un fonds de commerce, avoir un début de notoriété, avoir déjà quelques références, avoir un peu de visibilité. Donc, il faut vraiment garder en tête cette idée. Alors, certains peuvent aller un peu plus vite, selon le parcours qu'ils ont eu avant, les opportunités qu'ils ont saisies, mais 2-3 ans pour vraiment s'installer dans le métier. D'accord. Donc, je crois que la crédibilité, elle passe aussi par alors pas au débarrage, mais ensuite par le nombre de clients qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le piège pour un consultant indépendant, c'est aussi d'avoir un client qui l'occupe à 80%, voire à 100%, et qui du coup ne va plus lui apporter la vision de différentes expériences dans différentes entreprises. Et c'est ce qu'achète aujourd'hui un client. C'est le fait qu'un consultant passe d'une entreprise à une autre, analyse des situations, enrichit au quotidien son expérience et sa connaissance par l'expérience qu'il a dans différentes entreprises. Donc c'est être très vigilant aussi sur sa clientèle et sur continuellement la renouveler. Claire ? J'ai juste envie d'ajouter, et on est en plein dans le rôle du commercial, du consultant. Un bon consultant, c'est un consultant qui est bon dans sa démarche commerciale. Il a 3 métiers, en fait. Il est consultant sur sa expertise, entrepreneur, comme nous rappelait François Gallinou, et commercial. On va y venir après sur le commercial. Une question avant. Donc, la crédibilité, il y a je sais pas, combien y a-t-il de consultants en France? Est-ce qu'on sait plus de 100 000, 200 000? Nous, on estime qu'il y a 40 000 consultants formateurs, je dirais opérationnels, et qui pourraient développer leur chiffre d'affaires et qui méritent d'être connus. Mais ça, c'est 40 000. Après, en portage salarial, il y en a combien, Radia? Vous disiez, Radia du PEPS Alors, on est autour de 50 000 personnes différentes par an. Donc, on peut estimer le marché global autour de 100 000 personnes. C'est des chiffres qu'on a du mal à identifier, puisqu'effectivement, beaucoup de consultants sont à la fois formateurs, donc consultants sur leur expertise, donc une expertise très technique, et peuvent être aussi formateurs. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas combien il y a de doublons dans ces chiffres. Et
puis Donc, tous ne sont pas déclarés en tant que professionnels autonomes, donc peuvent être aussi en portage salarial dans les sociétés. donc plus de 100 000, on va dire. Comment on se différencie ? Parce qu'entre deux consultants en marketing, en management, en MOA, etc., un formateur, comment se différencie-t-on par rapport aux autres ? François Galinou, Alors, vous avez été consultant, vous l'êtes toujours. D'abord, comment on fait la différence ? il y a un problème dont on n'a pas parlé, c'est que consultant-formateur, c'est un métier sexy, c'est un métier attractif. Donc tout le monde a envie d'être consultant-formateur. Et parfois, c'est un statut refuge. C'est-à-dire que le fait de dire qu'on est consultant, mais en fait, on ne pratique pas, beaucoup de personnes le font. On est cadre, on est au chômage, on dit on est consultant. C'est un statut. Donc là, il y a beaucoup de monde. Ce qui fait qu'au début, pour se différencier, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de prétendants. Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de pages, nous on les connaît maintenant à force de les voir, où vous avez des consultants qui prétendent avoir une expertise qu'ils n'ont pas, ou des missions qu'ils n'ont pas, etc. Donc on a beaucoup d'histoires là-dessus. Alors après, comment on se différencie ? C'est en construisant des expériences et en donnant à ces clients... Comment vous avez fait, vous, François ? Vous avez donné des expériences concrètement, vous avez fait comment ? Moi, je donnais à mes clients des expériences concrètes de pratiques que je faisais, d'acquisition de connaissances, d'acquisition de compétences. Je racontais une histoire à mes clients, je racontais ce que je faisais, et c'est ce qui m'a permis d'être connu, et puis après voilà. Alors, Amira Dupeps, comment est-ce qu'on fait pour se différencier lorsqu'on est consultant indépendant ? Moi, je rebondis sur ce que disaient Claire et Bruno tout à l'heure, et c'est ce que vivent nos consultants. Nous, on a accompagné plus de 10 000 personnes depuis la création de la société, donc c'est vraiment l'envie et le plaisir qu'on prend dans son métier. C'est-à-dire que oui, le premier rendez-vous, c'est de la différenciation sur les réseaux sociaux, avec toujours quelque chose d'assez précis et d'assez fin dans son expertise, mais dès les premiers contacts clientèle, c'est vraiment l'envie, l'énergie et le bonheur qu'on peut avoir à exercer son métier qui va vraiment différencier le consultant. Et ça, c'est pas partagé par tout le monde. Il y a des consultants qui font la gueule et puis d'autres qui font la différence. Il y a des gens qui, effectivement, ont parfois subi, l'entrepreneuriat suite à une belle carrière et qui mettent un certain temps à faire le deuil de leur ancienne vie et à vraiment endosser ce rôle d'indépendant, ce rôle d'entrepreneur. Et cette période de démarrage, effectivement, parfois peut être difficile. La difficulté du statut, on en a parlé aussi, peut être un poids. Et donc, plus on a une légèreté, plus finalement on a d'assurance, je pense plus on est convaincant et plus on trouve des clients. Alors moi, je ne partage pas du tout ce point de vue, parce que moi, je me dis... en fait, par moment, il faut transposer les choses. Quel point de vue partagez-vous pas ? Qu'il faut faire ce le point deuil. De vue qui dit, ça dépend du bonheur qu'on éprouve, etc. Moi, en tant que client, si je vois un médecin, je ne vais pas être en confiance avec lui parce qu'il a l'air d'être heureux de faire ce qu'il fait, il est content, etc. Moi, mon médecin, ce que je lui demande, c'est de me soigner, de me guérir. Et pour un consultant, c'est pareil. Le client, ce qu'il attend, c'est pas qu'on soit... Alors peut-être que dans certains cas, s'il est jeune ou s'il est sensible au bonheur, il va être content de voir que le consultant sourit. Mais fondamentalement, il s'en fiche. Non, c'est parce qu'il voit qu'il réussit. En fait, c'est la réussite, je pense, qui passe. Quand on est finalement bien et épanoui, ça veut dire qu'on réussit. Et je pense que ça, les clients le perçoivent et ont besoin. On le voit aujourd'hui en France, il y a besoin d'énormément de facteurs de recommandation. Avant, une recommandation suffisait pour trouver un client. Aujourd'hui, il faut avoir plusieurs. Il faut avoir entendu parler d'une personne, il faut avoir une recommandation. Il faut s'être éventuellement croisé ou sur les réseaux sociaux ou sur des salons physiques. Donc plusieurs faisceaux aujourd'hui doivent être nécessaires. Je pense que ça en fait partie. C'est pas le seul, effectivement. François, vous avez raison. Non, moi je crois qu'il faut quand même... comprendre qu'aujourd'hui, le client et la plupart des clients ne savent pas acheter des prestations de services intellectuels. Il n'y a pas qu'un problème du vendeur. C'est pas qu'on ne sait pas vendre des prestations de services intellectuels. Le problème, d'ailleurs, n'est pas la vente. Le problème, c'est de l'exécuter et de l'exécuter correctement. Et aujourd'hui, que ce soit dans les grands comptes ou dans les PME, il y a dans l'achat de prestations de services intellectuels une incompétence qui est totale. Et c'est pour ça qu'il y a une réforme et c'est pour ça que l'État intervient pour organiser les choses. Parce que d'une part, c'est gratuit puisque c'est des fonds publics, en grande partie, et d'autre part, l'acheteur ne sait rien faire. Donc effectivement, on a un budget, c'est gratuit, on va prendre des gens... Il n'y a pas d'acheteurs qui nous écoutent ce matin. Donc, en tout cas, ça veut dire, la leçon, ce que j'en tire, c'est que les consultants ont intérêt à guider les acheteurs de prestations intellectuelles dans la démarche. Claire, vous êtes comédienne. Comment est-ce que vous êtes différenciée ? Comment est-ce que vous différenciez toujours ? Est-ce que c'est le fait d'être comédienne vous apporte cette différenciation par rapport aux autres ? Je vous rappelle que vous êtes consultante indépendante en management et en commercial. Exactement. Donc tout à l'heure, on disait être sur une niche, oui, c'est porteur. Au démarrage, moi j'ai commencé avec une expertise qui était celle que je portais à travers ma vie de salarié. C'est pas une niche, le commercial et le management. Hein. Tout à fait, mais j'y suis venue après. En fait, dans ma vie passée, j'étais commerciale et ensuite j'étais manager avant de tomber dans la formation. Et donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je sais le mieux faire et qu'est-ce qui me plaît le
plus. Et j'avais le choix à cette époque-là, et ayant eu ces 2 expériences professionnelles, à la fois dans la vente et dans l'animation d'une équipe, je me suis dit, mais pourquoi j'aurais à choisir entre les 2? Alors, concrètement, j'ai commencé par la vente, qui était ce que je savais faire le mieux, mais très rapidement, je me suis laissée rattraper par ma passion, qui est le fonctionnement humain, et en particulier celui des managers, qui est un métier que je trouve extraordinaire, mais d'une difficulté terrible. Tous les consultants le disent. Comment vous êtes différenciés concrètement? Donc, en ayant justement cette capacité à agir à la fois au niveau du commerce, de l'accompagnement des vendeurs, des forces de vente, etc. Et à la fois l'accompagnement des cadres dirigeants ou des managers dans les entreprises. Le tout animé par un de mes premiers métiers, qui était le métier de comédienne. Et aujourd'hui, je repasse pour mes clients derrière la caméra, à l'écriture, à la scénarisation de problématiques. Ça fait la différence. Exactement. Bruno Dufay, vous, dans le parcours que vous avez créé pour accompagner des consultants à devenir un succès, comment est-ce que quels sont les conseils que vous leur donnez pour se différencier par rapport à tous ceux qui font le même métier qu'eux, qui font la gueule ou pas? Oui, alors, il y a 2 choses, je pense, importantes. On a beaucoup parlé de tout ce qui va être de l'ordre de la communication et de la vente. Effectivement, un bon consultant doit savoir vendre son offre et se vendre lui-même. Je crois qu'on oublie et on confond parfois un peu les 2 choses. Se vendre soi-même, ce qui n'est pas du tout facile, est une chose. Vendre une offre en est une autre. Et le consultant doit faire l'un et l'autre. Et bien identifier ses qualités, ses éléments de compétences d'humain finalement, c'est se vendre soi-même, et bien identifier ses savoir-faire et ses compétences techniques qui vont constituer son offre. Donc ça, c'est une première idée qu'il faut vraiment garder. Et la deuxième, dont on n'a pas beaucoup parlé, je ne parle pas de formateur, je parle de consultant qui délivre une mission. C'est justement de s'intéresser à la manière dont on délivre. Parce qu'il ne faut pas oublier que, une fois qu'on a vendu, eh bien, on est au pied du mur. Et là, il faut délivrer sa mission dans les conditions les meilleures. À la fois conditions les meilleures financièrement, il ne faut pas faire des jours en plus, parce que sinon, évidemment, on va perdre son argent. Il faut que la mission soit la meilleure pour le client. Il faut sa satisfaction, sans se laisser entraîner par lui dans des trucs qu'on n'avait pas prévus, et encore une fois, se laisser déborder. C'est dur de résister. Comment on fait pour un client qui dit comment on fait pour dire non à un client? C'est ça, et c'est très dur. Qui fait 80% de son chiffre d'affaires. Et j'ajoute même, avant de répondre à votre question, un troisième élément, c'est la qualité professionnelle de ce qu'on délivre. Donc, faire un compte-rendu d'une réunion, bon, évidemment, tout le monde dit qu'il faut faire un compte-rendu. Bon, qu'est-ce qu'on met dans un compte-rendu? Comment on articule un rapport de mission? Donc, il y a véritablement de la méthodologie, du sérieux, du professionnalisme, et en même temps, et donc, brièvement, comment on dit non à un client? Apprendre à gérer son client. Et là, effectivement, quand on n'a pas d'expérience, dans les premiers temps, on se dit, oula, il faut que je lui fasse plaisir, il faut que je le satisfasse. Les jours défilent. J'ajoute quelques jours, puis c'est pas trop grave, je ferai ça samedi. Bon, de fil en aiguille, on y passe ses jours et ses week-ends, et on se rend compte qu'on a travaillé beaucoup plus que le nombre de jours facturés. Et on a mangé la marge. Ce n'est pas bon. Donc véritablement, avec un peu d'expérience au bout de quelques années, on arrive à très bien reformuler ce que veut le client en lui expliquant que c'est déjà contenu ici, ça sera fait dans une étape supplémentaire, c'est quelque chose qui est hors périmètre. Donc on a véritablement à apprendre à gérer son client et à gérer sa mission. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Bruno. Il y a un point important que vous avez abordé à l'instant, c'est vraiment les outils. C'est vrai qu'on en parle peu, mais finalement avoir des outils professionnels, on parlait de la note d'orientation, on parle vraiment de tout ce qui est lié au métier du conseil, pouvoir laisser des traces de qualité à nos clients, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut travailler. Beaucoup ne viennent pas forcément. Alors par exemple la note d'orientation, nous c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément en portage salarial, savoir laisser une note d'orientation la plus claire possible
possible, la plus précise et la plus en adéquation, comme disait Claire, avec l'attente du client. Pour ceux qui débutent dans le métier, qu'est-ce que c'est qu'une note d'orientation? Ça va être à l'issue de la mission de conseil, justement, les recommandations qu'on va pouvoir laisser, puisque la mission du conseil, c'est vrai, c'est d'abord un audit de ce qui est fait, et puis ensuite, on va apporter le conseil. Et c'est à l'intérieur de cette note qu'on va formaliser. Il faut que ce soit très synthétique, très précis, et que ça laisse effectivement une image de qualité. Quand on est parti de l'entreprise, on pense pas à nous tous les jours, et ben quand on retombe sur une note où effectivement on redécouvre des éléments importants parce qu'elle est vraiment très pointue, ben c'est des traces qui restent et qui effectivement peuvent aider à la fois à la crédibilité et à la fois à avoir d'autres missions avec ce client, puisque c'est une trace pérenne. Je crois qu'au début, ce qui est important, c'est la satisfaction du client. Donc ça, il faut l'obtenir. Le fait de faire des jours en plus ou pas quand on se lance, c'est pas le problème, parce que du temps on en a plein et on est mieux chez son client que chez soi en train de se morfondre. Donc je pense qu'au début le critère essentiel, c'est j'ai pris une mission, je commence, je suis pas sûr de réussir à la faire, il y a des choses que je connais pas et je vais satisfaire mon client, et ça c'est l'objectif. Après, ce qu'on peut conseiller à un débutant, c'est d'écrire, effectivement, c'est de laisser des traces, parce que ça, c'est clair qu'au début, on est un peu paumé, on ne sait pas trop comment faut faire. On a suivi des formations, etc., qui nous disent, ou alors il y a quelqu'un qui nous a dit, fais une note d'orientation, donc on l'a fait, mais elle colle pas, c'est pas forcément ce que le client attend, mais il faut quand même écrire. Ça, je crois que c'est très important. Ça pour commencer. Mais ce qui est vraiment le point essentiel, c'est d'avoir un client satisfait, parce que le client qui n'est pas satisfait, même si c'est gratuit, même si vous lui dites je reviens, je fais 10 jours, il ne voudra pas de vous. Et même il y a certains clients, ils vous ont payé les jours et ils ne veulent plus de vous, même alors qu'ils ont les jours. Et donc c'est quelque part, on a cassé quelque chose, c'est fini, on n'est pas resté dans sa posture de consultant et c'est fini. Voilà. On arrive bientôt au terme de cette table ronde. J'aimerais que chacun vous donne la parole sur comment, lorsque l'on débute, on trouve son premier client, ou lorsqu'on est déjà en activité, comment on trouve de nouveaux clients. Très concrètement, comment vous faites, Claire Roche? Oui, c'est moi. C'est vous. Trouver son premier client, moi ça s'est fait par recommandation. Je suis allée voir un client que j'avais, qui était mon ancien employeur, et je suis venue le voir en lui disant voilà, j'ai monté une offre de service et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ils ont trouvé ça sympa et ils m'ont donné mon premier contrat. D'accord. Et aujourd'hui, comme maintenant c'est 13 ans que aujourd'hui c'est vraiment essentiellement de la recommandation de clients heureux. Alors moi j'étais DG d'une boîte de 240 personnes et arrive un conseil d'administration où je me fais virer. Et je rentre, c'était à Lens, je rentre à Paris. Et là, j'avais une idée l'idée de Pedagogic Agency. Je réalise mon PowerPoint sur Pedagogic Agency. Je termine à 5h du matin. On était le mercredi. J'avais pas encore reçu les papiers qui attestaient que j'étais viré, mais je savais que j'étais mal parti. Et là, je vais sur Internet. On était en 2004. Je regarde les annonces et je vois une annonce éditeur de logiciels, recherche directeur commercial. Je réponds à l'annonce. J'ai un rendez-vous le vendredi. J'arrive le vendredi. Le gars m'explique ce qu'il veut. Et je comprends qu'en fait, il n'a pas d'argent pour me salarier. Et je lui dis, écoutez, on va faire une mission de conseil. Alors, je rédige ma proposition sur Excel, je reviens le voir. Et le soir même, j'avais un chèque de 5 000 €, c'était un acompte. Et la mission a complètement foiré. Mais j'avais mes 5 000 €. Mais vous avez débuté dans le métier. Alors, j'ai pas eu le temps de faire du portage. Du coup, j'ai pris les 5 000 €. Et puis, après, j'ai créé une société, mais c'était... un mois et demi après, parce que et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client, vous voyez. Hasard total. Alors c'est vrai que c'est très très rare, 98% des missions en portage salarial qui sont exercées, elles sont trouvées dans le réseau des consultants. Par contre, il y a beaucoup de consultants qui arrivent en nous disant « j'ai pas de réseau » et on leur apprend aussi que tout le monde a un réseau. On leur apprend à l'identifier, on leur apprend à le cartographier et ensuite à le travailler régulièrement. Donc il faut pas avoir peur, se dire « je n'ai pas de réseau » parce qu'on n'est pas quelqu'un qui spontanément va vers les autres. On a tous un réseau, ça commence par la famille, ça commence par les amis proches et puis ensuite on élargit comme ça à des personnes un petit peu plus indirectes et c'est grâce à ce réseau qu'à 98%, à part des situations effectivement exceptionnelles, qu'on peut trouver ses clients. Et d'ailleurs, on peut inviter nos internautes à se rendre sur placedesréseaux.com, qui est le web magazine des entrepreneurs en réseau, des consultants, avec beaucoup de conseils pour se développer en réseau, réseaux sociaux, clubs, etc. Allez-y, c'est génial. Confirme. Bruno, votre conseil à vous, comment trouver son premier client?
Réseau, à nouveau. Je vais utiliser la même idée, hein, mais je dirais que il faut se sortir. Hein, je le dis tout à l'heure, il faut sortir de soi-même. Et c'est vrai que quand on a été sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans tous les sens du terme. Par exemple, s'inscrire dans sa commune, dans son département, il y a sûrement des rencontres entre des chefs d'entreprise, il y a sûrement des syndicats professionnels, il y a sûrement des associations d'anciens, il y a sûrement... Donc, au-delà des personnes qu'on va rencontrer et qui vont constituer le réseau, il faut aussi se forcer à rentrer dans des organismes, dans des associations, pour connaître de nouvelles personnes. Parce que le réseau, une fois qu'on l'a, entre guillemets, utilisé, son réseau proche et tout, il risque de se stériliser quand même. Donc il faut renouveler, ouvrir, les et contacts, pour ça, aller dans des cocktails le soir, rencontrer des gens. C'est un peu fatigant, mais indispensable. Écoutez, on arrive au terme de cette conférence. Je voudrais d'abord remercier nos 4 intervenants. Radia Amira, vice-présidente du PEPS, François Galinou, qui est le fondateur d'ICPF-PSI, Claire Roche, consultante indépendante en management et commercial, Bruno Dufay, qui est consultant indépendant et associé à Valwego PVB. Merci. Cette conférence sera disponible en podcast à partir du lundi 13 mars sur le site du salon SME Online. Je voudrais également remercier l'APCMA, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui, dans son amphithéâtre. Alors, nous parlons devant une salle vide. Vous ne voyez pas, il y a quelques caméras. Nous sommes devant une salle vide. Merci en tout cas à l'APCMA et à son président Bernard Stalter. Vous pouvez retrouver les conseillers de l'APCMA sur leur stand virtuel au salon, et également Radia Amira sur le stand ITG, François Guénou sur ICPF et Benoît Dufay sur Valwego. Je voudrais également vous dire que vous pouvez sur le salon virtuel, il y a d'autres sociétés de portage salarial comme Didaxis, Détalent, Espace Cadre, JAM, Prium Portage. Il y a aussi IDIL, qui est un service de Valpolis, qui aide des consultants. Et au total, plus de 50 exposants comme Google, Facebook, comment communiquer grâce à eux, la Banque de France pour se faire conseiller sur la notation, American Express, et tous les experts bien réels vous attendent sur leur stand virtuel. Je vous invite à suivre d'autres webinars sur la vente, les réseaux sociaux qui vont être déroulés d'ici aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, notre conférence en milieu d'après-midi sur les 100 jours pour réussir sa création d'entreprise. Voilà, nous arrivons au terme de cette première table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, partagez sur les réseaux sociaux. J'espère que cette table ronde vous a intéressé. Partagez sur les réseaux sociaux ce salon virtuel. À bientôt. Salut.